Pour larguer les amarres, j'ai décidé de vous emmener et de parler d'innovation. Alors l'innovation, c'est souvent tout simplement la synthèse de milieux, de sphères qui ne se rencontrent jamais. On travaille plutôt sur des solutions qui nous permettent de croiser le chaud et le froid, le mobile et l'immobile, et d'avoir la capacité d'arpenter des chemins qu'on n'irait pas, de premier abord, arpenter. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un objet qu'on va essayer de transposer dans le domaine de l'innovation. C'est un objet qui n'a absolument rien à voir avec l'innovation. On va prendre par exemple une huître. Une huître, à part le caractère aphrodisiaque que lui connaissent les Asiatiques, on est plutôt sur le QI d'une huître, sur quelque chose de flasque, de très salé, de coupant. Les fêtes de fin d'année nous montrent souvent que c'est un peu dangereux, même une huître. Donc c'est très loin du monde de l'imagination, du monde de l'invention. Et pourtant, c'est là que tout commence. Parce que quand on décide de projeter un objet singulier dans le monde de l'innovation, on arrive à générer de l'invention. Ce que je vous propose, c'est d'arpenter le chemin que nous avons arpenté, que j'ai arpenté. Mais d'abord, pour vous dire comment on y est arrivé, je vais vous dire d'où on est parti. Je viens des côtes découpées, d'une famille aimante et des côtes découpées d'une Bretagne armoricaine, de la Bretagne Nord, d'une mère très amoureuse et d'un père affectueux mais taiseux. J'étais plutôt un élève moyen, voire pas très bon, puisque à la fin du collège, l'équipe pédagogique s'est crue très intelligente en disant à mes parents, vous savez, Emmanuel, il n'est pas fait pour faire des études supérieures. Il faudrait mieux le mettre dans un lycée technologique, professionnel, voire agricole. Donc en seconde, je me suis retrouvé dans un lycée agricole. Ma mère a pleuré, mon père n'avait ni armement maritime pour que je devienne capitaine de pêche, ni exploitation agricole pour que je devienne, dans le pays du chou-fleur et de l'artichaut, un agriculteur, un gérant d'entreprise. Ça a été la première claque. Je me suis retrouvé avec des gens qui ne pensaient pas comme moi, qui vivaient sur le même territoire, qui arpentaient les mêmes sentiers, les mêmes routes, qui fréquentaient les mêmes lieux, mais qui ne pensaient pas comme moi. Je me suis pris au jeu du relever des défis. Les gens m'ont dit, mais t'inquiète pas, tu vas faire ton chemin. Bien évidemment, la famille derrière, indiquant « Emmanuel, passe ton bac d'abord ». Le bac se sésame. Sans le bac, on ne peut rien faire. Alors j'ai commencé à relever mon premier défi. J'ai eu mon bac avec 10,03. Mais je l'ai eu. Et puis je me suis pris finalement au jeu de la proximité, au jeu de ce territoire, des gens qui ne pensaient pas comme moi, et j'ai poursuivi mes études. Alors je suis de la génération Tanguy, et j'ai tellement poursuivi mes études que finalement j'ai terminé avec 10 ans d'études après le bac. Un doctorat en biologie marine, une mention très honorable, félicitation du jury, etc. Et puis on me disait, maintenant que tu as fait des études, trouve-toi du boulot. Alors c'était les années 90, la mort de nos héros du rock'n'roll, un chômage à 10%, le sida, la chute du mur de Berlin, enfin vraiment tout pour pouvoir s'éclater et construire une vie heureuse et épanouissante. Donc j'ai trouvé un boulot. Ma mère était super contente, je travaillais dans une administration française. Et puis je discutais avec mon N+1, parce que dans notre vie de Français, d'Européens, pour nous, 50% des gens sur la planète travaillent, 90% sont salariés, c'est ce qu'on imagine. Donc j'avais un N+1 qui me disait « T'inquiète pas, Emmanuel, il avait à peine 10 ans de plus que moi. » Il me disait « Emmanuel, tu sais, si tu fais comme moi, dans 10 ans, tu seras à ma place. » Alors, le problème, c'est qu'il était morose, terne, tiède. Donc je me voyais tout de suite dans un bocal de formol, au sous-sol du laboratoire, les ailes brisées, en me disant pendant que je suis là, au moins, quelqu'un pourra m'étudier et peut-être un jour, j'aurai un espoir. Donc j'avais pas forcément de plan B. J'ai fait la checklist, et puis j'ai donné ma démission. Seulement, quand on fait ça, on fait un peu le point. Donc j'avais les avionneurs low cost, un passeport, je parlais 3 langues, j'avais un peu d'audace et d'ambition. Et puis quand on a comme moi créé de la connaissance et fait de la recherche, on a envie que ça crépite, on a envie que ça pétille. Et finalement, il me manquait tout ça. Donc j'ai fait le point, et autour de moi, j'avais 3 atouts. Mes envies, mes passions, mes amours. Alors mes envies, d'abord, c'était certainement pas d'être dans un avenir tiède et morose, une espèce de monotonie crasseuse dans laquelle on a du mal à s'extraire. Et puis j'ai commencé à discuter avec un certain nombre de mes confrères, et notamment Julien, qui m'a dit un jour, un ami très proche, « Tu sais, Emmanuel, je vais t'aider à trouver du boulot, t'inquiète pas, c'est une mauvaise passe, tu vas réussir à te structurer, viens me rencontrer. » Je vais le rencontrer. Et Julien me dit, tu sais, le problème, c'est que moi, je viens de contracter un emprunt sur la maison, j'ai 2 enfants, et si je te recrute, dans 6 mois, j'ai plus de boulot, et toi, t'as ma place. Par contre, si tu me fais un devis, si tu me fais une facture,
Bah, dans ce cas-là, je viens de faire travailler. Alors dans mon monde, deuxième claque, bah, pour ça, il faut être une entreprise, il faut avoir N+1, N-1, des bureaux, une machine à café, enfin tout ça. Tout ce que j'essaye de quitter parce que ça ne me correspond pas. Et puis il dit non mais t'inquiète pas, je vais te donner un petit coup de pouce, il y a un truc qui s'appelle le portage salarial. Tu es recruté, ou plus ou moins, et puis on ne te paye que quand tu ramènes du chiffre d'affaires. 48 heures après, j'y arrivais avec un devis, une facture. Alors je vous disais, j'avais fait le point, j'avais mes envies, mes passions, mes amours. Alors mes passions, on a tous dans nos vies des gens qui ont un job alimentaire et qui à 17 heures s'empressent de débaucher, empoignent leur clé de voiture et partent pour réparer la mécanique d'un vieux 4x4 anglais ou vont dans l'ambiance chlorophyllienne d'un potager, faire pousser des plantes au fond du jardin, etc. ou travaillent à la fabrication d'une goélette dans la lumière tamisée d'un grenier. Ça veut donc dire qu'on gâche son talent, qu'on passe son temps à faire ce qu'on n'a pas envie et qu'on a quelquefois des échappatoires pour le faire. Or moi, mes passions, c'était l'envie de conquérir, des envies de conquête, des envies de voyage, des envies de rencontre, des envies toujours de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme moi, parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'enrichit, sinon les méninges se grippent. Puis je vous disais, j'avais mes envies, mes passions, puis mes amours. Mes amours, c'est bien évidemment charnel, mais c'est aussi l'envie de rencontrer l'autre dans la fraternité, l'échange, faire éclore l'altérité, rencontrer toujours des gens qui ne pensent pas comme moi, voyager, imaginer. Et puis finalement, j'en suis arrivé à la fin où en ayant commencé à faire un devis, je suis devenu un peu par la force des choses, quelqu'un qui crée une petite structure. J'apprends en marchant, j'apprends à marcher en marchant. C'est un petit peu le Segway, vous savez, ces bicyclettes avec deux roues parallèles. Si on ne se penche pas en avant, ça n'avance pas. C'est ce qu'on appelle l'instabilité dynamique. Et finalement, je me suis très épanoui dans cette capacité de me mettre un petit peu en danger, de relever un certain nombre de défis. En revanche, j'avais pris le temps de définir le périmètre du terrain de jeu dans lequel moi je voulais aller. C'est-à-dire quelles étaient les aires que je voulais conquérir, quels étaient les challenges que je voulais relever. C'était à la fin des années 2000. On commençait à parler d'environnement, de développement durable, de digital. Tout ça, c'était un peu un espèce de magma informe, très nébuleux. Et on essayait de se projeter. Et en fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat, d'abord, par créer mon propre emploi. J'étais donc l'homme orchestre, qui fait tout le temps, qui court un peu dans tous les sens. Et puis, au fur et à mesure de la cristallisation de ce projet, après avoir créé mon propre emploi, j'ai commencé à avoir des clients, commencé à structurer ce projet. Et puis, j'en suis devenu à passer d'homme orchestre à chef d'orchestre, en apprenant à devenir chef d'entreprise. J'avais eu beau avoir fait des longues études universitaires dans les écoles et les universités que j'ai fréquentées, on ne m'a jamais appris à devenir chef d'entreprise. J'en ai appris des choses, sur les phylums, les cordées, sur la création de la Terre, sur l'univers, mais certainement pas sur la manière de créer une entreprise. Ma génération, la génération X, on est né, je vous disais, dans des environnements qui n'étaient pas forcément très favorables à la fin des 30 Glorieuses. On a eu notre adolescence sur des choses qui n'étaient pas forcément très, très enthousiasmantes, et on avait surtout cette espèce de grand couvercle qu'on mettait sur notre avenir en disant « Attention, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, il est incertain, prenons d'abord une ceinture, des bretelles, et allons-y doucement. » Or, moi, je n'avais pas envie d'aller doucement. J'avais envie que ça crépite, j'avais envie de phosphorer, j'avais envie que ça fasse des paillettes, que ce soit quelque chose qui soit sexy, entraînant, enthousiasmant. Et donc, en devenant chef d'entreprise, j'ai structuré autour de moi une équipe qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de savoir comment je pouvais accélérer. Alors, bien évidemment, on a toujours des gens à côté de nous qui nous disent, et notamment au niveau familial ou au niveau amical, « Dis doucement, Emmanuel, tu ne sais pas comment ça va se passer, l'avenir, prends ton temps. Quand ça vient de la famille, on le prend bien. Quand ça vient des autres... » Moi, j'ai toujours regardé cette petite phrase de Michel Serres qui disait « J'ai toujours pardonné à ceux qui m'ont offensé, mais j'ai la liste. » Je la tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, puisqu'en fait, j'ai la capacité aujourd'hui de me dire, ils m'ont aidé finalement, tous ces gens qui m'ont démoralisé, qui m'ont démotivé, à montrer que ce défi-là, j'étais capable de le relever. D'abord parce que j'en avais envie, parce que j'avais de l'audace, parce que j'avais peut-être ce côté un peu de folie. D'ailleurs, on me dit toujours, mais toi, Emmanuel, c'est pas pareil. Pour moi, ça n'a jamais été pareil. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'était différent. Donc, je n'étais pas soumis aux mêmes règles. Ok, dont acte. Si je ne suis pas soumis aux mêmes règles, autant le faire. Et j'en veux pour preuve qu'il y a quelques années, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur maintenant, un DRH d'un grand groupe vendéen, dans le domaine du négoce de matériaux, je le remercie tous les jours quand j'y pense, je fais un test de personnalité avec lui, il me dit « Tu sais Emmanuel, tu es inapte à être salarié. » Alors ça m'a économisé 15 ans de psychothérapie, et ça m'a permis de pouvoir expliquer pourquoi j'avais cet entrain, cette attirance pour
quelque chose qui était différent, cette volonté d'entreprendre. Et c'est pas anodin, c'est quand on discute avec les gens de la génération du digital, des gens qui souhaitent développer des projets d'entreprise, si on fait référence à des structures qui sont plutôt antiques, on parle des bûcherons du numérique, on parle des barbares du digital, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la conquête. Alors les Donjons et Dragons et Tolkien sont passés par là, mais on est vraiment là-dessus. Nous, moi en particulier, je me suis plutôt inspiré de la devise des Lumières, sapere aude. C'est une loculation latine qui dit tout simplement « ose savoir ». N'aie pas peur de faire confiance à ton propre entendement. Ose conquérir, ose découvrir, ose te planter, ose avancer, ose découvrir. Tout ça, c'était vraiment structuré. C'était vraiment la base même. Et en construisant mon entreprise, en construisant mes entreprises aujourd'hui, en accompagnant des gens avec moi, j'ai eu la capacité de créer cette espèce de licorne, cette espèce de bestiole qui n'existe pas, cette sirène, en faisant à la fois la synthèse de l'innovation et de l'huître. Et comment on l'a fait ? Eh bien tout simplement, on a créé une huître connectée qui permet de lutter contre le vol des huîtres. Alors c'est un exemple, c'est certainement pas un modèle, mais c'est l'exemple de la capacité qu'on peut avoir lorsqu'on décide de ne pas subir cette théorie de la Reine Rouge. Alors c'est quoi la théorie de la Reine Rouge ? C'est dans le deuxième tome d'Alice au Pays des Merveilles, qui s'appelle Alice de l'autre côté du miroir. Lewis Carroll fait rencontrer une Reine Rouge et Alice sur un territoire. La Reine Rouge, elle court. Et Alice lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous courez ?» La Reine Rouge s'arrête et on a le sentiment que la Reine Rouge recule. En fait, c'est la métaphore de la vie en mouvement, parce qu'une proie qui ne bouge pas, elle se fera prédater. Une espèce qui n'évolue pas, elle se fait supplanter, elle disparaît. Un entrepreneur qui n'innove pas, il se fait dépasser par ses confrères ou par ses concurrents. Et finalement, cette instabilité dynamique, cette volonté d'imaginer, de créer, d'inventer, de synthétiser des éléments, on ne peut le faire que quand on fait tomber un certain nombre de barrières, ou alors qu'on définit nous-mêmes notre terrain de jeu. C'est ce que j'ai fait. Et quand on définit ce pays, ce territoire, avec des frontières qui sont plus ou moins poreuses, je vous invite d'ailleurs à prendre un visa pour venir dans ce territoire, c'est tout simplement qu'on arrive à faire la synthèse de tout ça, à être en équilibre, peut-être en instabilité dynamique parfois. C'est pas toujours évident l'entrepreneuriat, mais ça nous remplit au quotidien de joie. Et surtout, lorsqu'on a fait cette synthèse, bonheur égale performance. Je vous remercie.